Bonjour à toutes et à tous et merci d'être nombreux pour ce deuxième webinaire à table avec SIGA et ici dédié aux professionnels de l'agroalimentaire. Nous recevons aujourd'hui Catherine Kluger, fondatrice de Supernature, une marque de granola et de produits céréaliers qui sont vrais, sains et bons. Donc bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Et nous sommes aussi en présence de Sébastien Loctin, pardon, fondateur et directeur général de BioFuture, qui a des marques Node et Quintessence, excusez-moi, deux belles marques qui révolutionnent les produits du placard, principalement les sauces et les huiles. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc pour ma part, je suis Stéphane Cardinaire, responsable marketing de SIGA. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas SIGA, on est une méthodologie scientifique publiée qui classe les aliments en fonction du degré de transformation. Et donc l'équipe de SIGA accompagne les entreprises de l'agroalimentaire, qu'ils soient industriels ou distributeurs, sur les enjeux et pour proposer de vrais produits. Donc c'est le cas de Supernature qui affiche l'indice SIGA on Pike, mais aussi de BioFuture. Et puis Là, voilà, c'est une super médaille d'or pour des vrais granolas. Et nous informons également le consommateur avec une application gratuite disponible sur l'Apple Store et le Play Store. Euh, Pendant toute la durée de la conférence, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Vous avez Pamela et Solène de chez SIGA qui pourront répondre à vos questions et à vos problématiques. Et puis, si vous avez des questions sur le contenu de la conférence, vous pouvez toujours utiliser l'onglet questions qui se situe sur le côté euh, pour poser vos questions et vous pourrez même voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Euh, alors, pour certains, vous commencez à connaître le chiffre. Aujourd'hui, ce sont 69% des produits vendus en supermarché qui sont ultra transformés et c'est près d'un tiers des calories qu'on consomme qui sont ultra transformées. Mais pourtant, il y a des produits vrais et dans tous les rayons et c'est ça qu'on essaye de montrer, surtout avec des fabricants comme Supernature et BioFuture qui se sont engagés pour une alimentation plus vraie, plus authentique et finalement aussi normale, comme vous le dites très bien chez BioFuture. Euh, Cependant, voilà, il y a des engagements qui sont parfois annoncés par des entreprises de l'agroalimentaire, parfois sans réelle action. Alors, vous, ce n'est pas du tout le cas, mais on est là justement pour parler de tous ces cas. Alors, ça va être sous format de table ronde. Je vous posais une première question. On a de plus en plus de vrais produits, ou en tout cas, c'est ce qu'on en souhaite. Mais comment vous est venue cette notion du moins transformé possible pour vos produits? Et je vais peut-être laisser Catherine répondre à cette question. Si vous- alors en fait, c'était là dès le début. C'est-à-dire que nous, notre volonté, c'est de proposer des produits bruts, le moins transformés possible, et d'utiliser exclusivement des ingrédients qui n'ont pas été transformés en amont. Donc en fait, quand on a commencé à travailler avec SIGA, tous nos granolas ont immédiatement été médaille d'or, c'est-à-dire aucun ingrédient ultra transformé, pondéré par les valeurs nutritionnelles, c'est-à-dire considérer que nos granolas, pour la famille des céréales, ils sont ni trop gras ni trop sucrés. Donc, mais ça reste des produits gourmands. Notre baseline, c'est un peu de dire, c'est des produits gourmands du quotidien. Donc, c'est des produits qu'on peut consommer tous les jours, mais sans abîmer sa santé, sans être aucunement un produit de régime. Ça, c'est important. Et en fait, quand on a commencé à travailler avec SIGA, on avait nos barres de céréales, voilà, qui sont, dont une partie de la composition, c'est du granola. Et on s'est rendu compte que le liant qu'on utilisait, qui était du sirop de riz, était pour le coup un ingrédient ultra transformé. En fait, au début, on s'était mis à travailler avec ça parce que c'était un indice glycémique bas et puis qu'aucune barre du marché n'utilisait ce liant. Donc, il y avait un côté à la fois innovant et pas trop sucré. Et quand on s'est rendu compte que c'était ultra transformé, on a travaillé pour le changer. Donc, aujourd'hui, on travaille avec du sirop de betterave d'Île-de-France, avec donc une connotation à la fois, une filière qui aujourd'hui a du mal à trouver un débouché puisque le sucre blanc, heureusement, c'est en train de s'effondrer. Et à la fois un ingrédient qui n'est pas ultra transformé, c'est juste des cristaux de sucre qu'on a laissé s'évaporer. Donc voilà, je trouve que ça nous a poussé un petit peu plus loin encore. C'est parfois pas si simple parce que c'est finalement plus simple d'utiliser des additifs, des adjuvants, des choses ultra transformées pour obtenir des produits, mais ce n'est pas notre parti pris.
Bravo pour ceci, en tout cas. Sébastien? Moi, comment ça m'est venu? Je pense qu'il y a, le changement, il démarre aussi un peu dans nos racines. Moi, j'ai des arrière-grands-parents qui sont agriculteurs, des grands-parents qui sont chefs pâtissiers, traiteurs. Je suis lyonnais, un endroit où on mange plutôt pas mal. Et donc, j'ai déjà des réflexes alimentaires qui sont plutôt vrais, qui sont plutôt bruts, qui sont plutôt une cuisine maison. Mais je le reconnais, hein, je me suis un petit peu assis sur tout ça pendant une douzaine d'années. J'ai été dans des grands groupes agro-industriels, j'ai entendu les belles histoires qu'on nous a vendues. J'ai cru à ces belles histoires, hein, et j'ai cru jusqu'à l'arrivée de mes enfants. Et quand je suis devenu papa, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais connu plus jeune, et je me suis rendu compte que c'était devenu hyper compliqué de se nourrir, en fait, tout simplement aujourd'hui, hein, parce qu'entre les pesticides, les additifs, l'ultra-transformation, les origines opaques, c'est devenu un bordel sans nom. Et c'est là que j'ai décidé de tout plaquer pour essayer de faire quelque chose de plus vrai, de plus sincère. Alors, ce n'est pas nécessairement sur le sujet de l'ultra-transformation au départ, parce que très sincèrement, j'ai découvert vraiment cette problématique avec les publications d'Anthony Fardet et ensuite avec ma rencontre avec Harris. On l'avait intégré un peu naturellement, puisque nous, on avait déjà banni ce qui était pesticides, on avait banni ce qui était additif, on travaille au plus près du brut. Mais la rencontre avec Harris et puis les publications d'Anthony nous ont amené à être encore plus vigilants sur la problématique de l'ultra-transformation, qui est un sujet très méconnu. Je vais prendre un cas concret. Aujourd'hui, quand on achète une huile de tournesol ou une huile type ISO 4, on a l'impression qu'on est sur une huile de graines classique qui vient de la nature. Alors, c'est un produit ultra transformé de niveau 7 et donc, c'est une calorie morte. Et ça, le consommateur ne le sait pas. Et on commet des erreurs comme ça parfois par ignorance. Et je trouve que SIGA met la lumière sur un sujet qui est un sujet méconnu, mais qui a très fort impact nutritionnel. Donc du coup, voilà, nous on est en plus sur des produits un peu à problématique, hein, puisqu'on fait du ketchup, on fait de la mayo, on fait des sauces burger, des sauces barbecue, donc qui sont vraiment de la junk food. Et on est hyper content d'arriver à le revisiter en incluant notamment la problématique de l'ultra-transformation, puisque les produits sont médaillés d'or également. Mais c'est pas simple. On n'est pas dans un système qui est prévu pour ça. Donc nécessairement c'est compliqué, mais c'est chouette quand on y arrive. Encore bravo pour toutes ces belles actions. Et en effet, vous êtes sur deux gammes de produits complètement différents, mais qui sont très très bons tous les deux et qui sont vrais sans mettre le goût de côté et qui même justement remettent le vrai goût dans les choses. Donc on est très content de ça. Et encore bravo pour ces actions. Alors pour vous, comment les entreprises elles peuvent se différencier et vraiment faire la différence dans toute cette concurrence qu'il y a, surtout sous toute cette communication sur l'alimentation et la santé finalement par l'alimentation? Je peux répondre pour ce qui me concerne. Je pense que la grande difficulté, c'est tous les labels. En fait, effectivement, quand on prend une bouteille d'ISO 4, on ne peut pas du tout imaginer que c'est autre chose que ça. C'est un mélange d'huile. Et c'est la même chose dans les céréales. Aujourd'hui, toutes les grosses marques de céréales, ils sortent des céréales bio. Donc, on se dit, bio égale bon et sain, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller apporter de la lisibilité. C'est-à-dire que la base, c'est qu'il faut faire des bons produits, mais des bons produits en goût, c'est-à-dire donner aux gens envie de les manger, de faire des produits compréhensibles. Quand on fait des céréales de petit déjeuner, des barres de céréales, c'est un usage qui est assez compréhensible. Et après, c'est effectivement d'aller plus loin parce qu'on est des petites boîtes, on est agile, on peut chercher pour proposer quelque chose de différent. Et je pense que c'est aussi... ça montre le chemin à des plus grosses marques qui vont être obligées aussi de se casser un peu la tête pour faire des meilleurs produits. Complètement. Moi, pour compléter le propos de Catherine, je dirais que je crois que le premier truc qu'il faut se poser comme question si on veut se différencier, c'est se reposer la question de notre mission. Il faut arrêter de raisonner profit. Je pense qu'il faut arrêter d'être sous le joug du Rex, sous cette espèce de postulat qu'il faut à tout prix aller chercher des niveaux de rentabilité, parce que quand le résultat, quand le profit est l'objectif, on ne peut pas faire des choix qui sont des choix bons pour l'homme et pour la planète. Donc à un moment, je pense qu'il faut désacraliser un peu ça, il faut en parler avec nos comités de direction
Et il faut un moment se dire, notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est de nourrir les gens. Notre métier, c'est de nourrir des enfants. C'est pas de les empoisonner pour faire du fric. C'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est pas de vendre. Moi, je parlais avec un ami de chez Nestlé qui me dit, mon métier, c'est de vendre. Non, ton métier, c'est de nourrir des enfants. Et à partir du moment où on aura compris qu'on doit nourrir les gens, le résultat ne viendra qu'une conséquence de tout ça. Donc, je pense qu'il faut déjà se détendre là-dessus et changer un petit peu ce prisme. Et ensuite, l'autre élément, c'est un moment que la transparence soit imposée à tous. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer la transparence. Les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils mangent. Voilà, c'est un droit. Et nous, on a le devoir de leur dire. Le problème aujourd'hui, c'est que cette transparence, elle n'est pas partagée. C'est-à-dire quand on est dans une alimentation vertueuse qui est punitive. Je prends un cas très concret, le label bio. Vous voulez faire une alimentation bio, donc sans pesticides de synthèse, hein, c'est pas non plus waouh, c'est un peu normal. Et ben, vous coltinez que des galères. C'est compliqué, il faut trouver les filières, c'est plus cher. Vous coltinez un label sur le pack, vous avez des coûts d'audit, vous avez des coûts de certification et d'analyse. Et à côté de ça, le gars qui fait de la saloperie, eh ben lui, il a une impunité totale et en plus, il est pas cher. Et le consommateur ne le sait pas. Donc, je pense qu'à un moment, la transparence, elle doit être imposée à tous les acteurs industriels. Mais comme le dit Catherine, de manière assez simple. C'est-à-dire que le consommateur, c'est plus de label, il y en a ras-le-bol, il est perdu. En plus, il a été éduqué pour mettre des étiquettes dans sa tête, donc il fait des choix opposables. Si je consomme bio, c'est pas nécessairement français. Est-ce que si c'est bio, c'est français? Est-ce que si c'est bio, c'est bon? Non, l'alimentation, elle doit être bio, elle doit être saine, elle doit être la plus locale possible. On n'oppose pas. Et le consommateur, il a une tendance à raisonner par l'étiquette. Et c'est dommage. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des margarines type Saint-Hubert où on a une margarine bio, une margarine aux oméga 3, une margarine avec du DHA, une margarine goût beurre. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une seule margarine à la fois bio, riche en nutriments, française et bonne? Évidemment que c'est possible. Arrêtons d'inonder les rayons avec des conneries et d'obliger les consommateurs à faire des choix. Donc, soyons sincères. Rappelons-nous que notre mission, c'est de nourrir les gens. Et ensuite, soyons transparents de manière la plus simple possible pour éduquer les consommateurs sur l'impact de notre coup de fourchette sur notre société, sur notre santé, sur nos emplois, sur l'écologie. Je pense qu'on est bien d'accord sur tout ça et sur le besoin d'avancer. C'est un peu le coup de gueule, hein, désolé. Mais bon, non, mais c'est bien, et on sent que c'est passionné, et on sent votre problématique que vous avez vécue. On en est quand même hyper loin. On en est loin, en effet, ça avance. Il y en a qui font du vrai, mais nous, dans les chiffres, on est toujours à ce 69% d'ultra transformés dans les rayons. Mais oui, on voit qu'il y a des initiatives. Nestlé, ils sont en train de sortir leur propre labellisation pour dire que leurs produits sont bien quand même, alors que c'est gavé d'ultra transformation. Il y en a quelques-uns qui ont. Puis le Nutri-Score ou d'autres scores même ont été des sujets en fait à reformulation. Donc en effet, on s'est basé sur un score pour faire de la reformulation et parfois en faisant du bio par exemple, on a des céréales bio. Je pense à ça où il y a plus de marqueurs d'ultra transformation finalement qu'une céréale classique de la même marque. Non mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, le Nutri-Score, ça n'a aucun sens parce que la notion de calories vides, effectivement, c'est quand même bien plus important que l'apport nutritionnel de ce que vous mangez, c'est important. Et le Nutri-Score, ça ne vient pas du tout signifier ça. Le Nutri-Score, aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Même les tableaux de calories, ils sont dépassés. Il y a besoin de regarder la liste d'ingrédients. 100 calories d'un burger ou d'un pain dégueulasse ou 100 calories de céréales complètes, ce ne sera jamais la même chose. Ah non, je pense que je vous redirigerai et je pense que Solène ou Pamela pourront vous remettre les liens pour tous ceux qui sont là ici, des conférences d'Anthony Fardet sur l'effet matrice pour bien comprendre cette importance de manger vrai. Et on le dit bien, toutes les calories ne se valent pas. Et tous les aliments ne se valent pas tout court même. Donc, voilà. Sur le Nutri-Score ou Yuka, enfin ces applications, c'est vrai qu'elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas parfaites. On en est aussi toutes victimes. Et je rêve d'applications qui incluent les critères d'ultra-transformation. Ça fera un ménage qui permettra d'avoir
d'avoir un écart moins flagrant entre un steak végétal reconstitué, plein d'additifs, et un vrai steak de bœuf bio de l'Aubrac, avec l'un qui est noté E et l'autre qui est noté A. On reviendra peut-être dans du vrai aliment, mais quand même, elles ont une vertu, c'est-à-dire que ces applications, moi, le message qu'elles m'envoient qui est très positif, c'est que dès qu'elles éclairent un sujet, elles apportent quand même une forme de transparence sur certains critères, et on se rend compte que la transparence, elle fait pas peur, elle doit pas faire peur. La transparence, elle transforme, c'est-à-dire que les industriels, mine de rien, ont revu leur copie sous l'influence de Yuka. Donc, ça veut bien dire quelque part que si on arrive à faire exercice de transparence collective sur ce qu'on mange, on emmènera collectivement l'industrie à faire des choix beaucoup plus vertueux en termes d'origine, en termes d'ultra-transformation, en termes d'additifs. Donc, tout n'est pas mauvais. Évidemment que c'est à améliorer, mais comme les produits de tout un chacun, il y a des choses bien dans certains endroits. Tout n'est pas parfait, mais la transparence, elle doit nous faire avancer. Ouais, mais moi, je fais quand même une différence entre Yuka et le Nutri-Score parce que Yuka, ce qui est intéressant, c'est que ça permet au moins de traquer les additifs à défaut de traquer les ingrédients ultra transformés. Mais il ne pondère pas du tout par famille de céréales. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a des céréales au chocolat qui sont beaucoup, beaucoup moins sucrées que la totalité des céréales du marché, mais ils vont mettre qu'on est bon ou moyen. Donc, en fait, le problème de Yuka ou les huiles, ils vont te dire c'est trop gras. Donc, en fait, leur problème, c'est que ce qui est intéressant dans Yuka, c'est les additifs. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est effectivement le fait qu'ils refusent absolument de pondérer par famille de produits. Et ça, c'est un énorme problème parce que les gens n'y comprennent plus rien. Tu prends un sucre muscovado, ils te proposent de la stevia. Oui, bien sûr. Non, mais en disant c'est trop sucré. Ah, bah ouais, c'est du sucre. Sur Yuka, il y a aussi des limites. Il y a la limite de l'ultra-transformation, il y a la limite de la non-prise en compte micronutritionnelle. La qualité micronutritionnelle en vitamines, minéraux, enfin, voilà, oméga 3 d'un aliment n'est pas valorisée, alors qu'on ne se nourrit pas que d'énergie et de macronutriments. Donc, il y a effectivement les problématiques de portions, de matières grasses, etc. Bon, Yuka n'est pas parfait, mais je trouve que les référentiels, ils sont à retravailler, évidemment, mais je me dis, ça fait avancer, dès qu'il y a de la transparence quelque part, ça met un coup de pied aux fesses des industriels et ça nous fait bouger. C'est sûr qu'ils vont, en tout cas, oui, il y a eu ce côté lanceur d'alerte chez beaucoup et on a bien senti cette alerte et c'est ce qui fait qu'il y a quand même une écoute justement sur cette ultra-transformation. Je vois les propos d'Anthony Fardet en direct aussi qui nous dit on ne mange pas forcément des biscuits pour sa santé, mais c'est bien l'ultra-transformation qu'il faut éviter, il faut se faire plaisir. Et ça, c'est bien, je vois bien avec vos deux gammes de produits en tout cas que le plaisir est là et c'est ce qu'il faut. Et c'est aussi, je pense, ce qu'on vise, c'est d'arrêter de se complexer justement avec toutes ces notes ou ces labels et de voir les choses factuellement et d'éduquer le consommateur sur le long terme, comme vous le disiez tout à l'heure aussi. Et ça, c'est une grande vision qu'on partage, je pense. Donc, en effet, et merci pour ces échanges intéressants sur ce sujet. J'ai une petite question encore. Pour vous, justement, on parle de cette transition, on parle en tout cas de bouger un peu les choses. Pour vous, quels sont ces éléments clés vers une transition alimentaire réussie, vers du vrai et du vertueux? Et j'ai envie de dire, avant qu'il ne soit trop tard. On a des urgences épidémiologiques, santé, mais aussi au niveau de l'environnement qui sont annoncés de plus en plus. Pour vous, voilà, quels sont ces clés, ces éléments clés de transition alimentaire? Alors, je vous laisse répondre à celui qui est plus à l'aise. Ah, on t'entend pas? Ouais, j'avais coupé le micro, pardon. Pour moi, j'en vois deux comme ça à chaud, hein, donc, qui sont toutes les deux d'ailleurs dictées par le fait qu'on est dans une urgence. Je crois que on est quand même une civilisation assez incroyable. On est la dernière génération à pouvoir surconsommer, se gaver, faire tout et n'importe quoi. Alors qu'on a conscience que la génération future sera complètement contrainte et celle d'après sera peut-être carrément soumise à la loi de la nature et disparaîtra. C'est-à-dire on sait qu'on a un mur sur l'autoroute à 3 km, on est lancé à 180 km/h et on décide de ne pas freiner. On est quand même suicidaire. Donc je pense qu'à un moment, on n'a plus le choix. Il faut agir. C'est-à-dire que ça devient un non-choix et ceux qui agissent maintenant seront prêts demain. Alors,
pour moi, il y a deux trucs. Il y a d'une part, il faut viser le moins pour mieux. Le postulat de la croissance, il faut l'imaginer autrement. Moins pour mieux, ça veut dire valoriser davantage l'offre alimentaire et ça veut dire réduire aussi l'offre alimentaire. Il y a beaucoup trop de choses dans les rayons qui ne servent à rien, qui servent juste à faire des négociations commerciales avec les clients, à remplir les rayons de produits inutiles. Donc, je pense qu'à un moment, il faut qu'on resserre l'offre, qu'on gagne en valeur sur l'offre et qu'on amène les gens d'une valeur pauvre à une valeur un peu plus intéressante sur l'alimentation pour générer de la croissance par le moins pour mieux. Ça, c'est le premier point pour moi. Et le deuxième point, j'en reviens, on n'est pas parfait, mais on doit tendre à le devenir. Et donc, le deuxième élément clé, c'est d'être sincère et donc transparent avec les consommateurs. Quand je vois qu'il y a des marques très puissantes, très connues, qui ont construit leur lien de confiance sur du lait et des noisettes, alors qu'en fait, ils vendent de l'huile de palme et du sucre, je me dis quelle valeur de confiance on peut accorder à cette histoire. Un moment, on le prendra en boomerang. Donc, soyons sincères, soyons transparents et je pense qu'on créera une vraie relation avec le consommateur. Voilà, Catherine, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, évidemment, je partage ce que tu dis. La seule chose, c'est que effectivement, il y a une notion d'urgence et que les gens n'ont aucune envie d'y aller. C'est-à-dire, les gens sont ancrés dans leurs habitudes. On le voit dans l'offre, par exemple, si vous allez dans un magasin bio versus un supermarché, la kyrielle d'offres qu'il y a dans le supermarché et finalement l'impression de peu de choix qu'on peut avoir dans un magasin bio, alors que déjà là, il y a beaucoup de choix finalement. Donc, je pense qu'il y a toute une frange de population qui est prête à ce changement et il y a une écrasante majorité qui trouve ça chiant, qui trouve ça vachement bien d'avoir des plats déjà préparés en barquette plutôt que de transformer du brut et d'éplucher ses légumes ou de ne pas les éplucher mais de les cuire. Donc, je pense qu'il y a un travail d'éducation. Moi, je pense qu'il y a un travail d'éducation qui devrait commencer à l'école et qui devrait toucher le plus possible les jeunes. Et je vois, et on nous pose des questions sur les multinationales qui rachètent des petites marques. Moi, je suis un petit peu sur peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, c'est-à-dire que je considère que quelles que soient les motivations des grandes marques pour soit nettoyer leurs recettes, soit investir dans des petites boîtes, soit racheter des petites boîtes pour les développer qui, elles, ont une offre saine, c'est déjà un pas parce que je pense qu'au niveau des consommateurs, il y a à la fois de la résistance parce qu'il y a des habitudes qui sont ancrées et puis il y a tout ce truc où on dit de toute façon on ne sait pas ce qu'on mange, il y a une espèce de défiance sur les labels, mais les gens ils ont une défiance sur les labels parce que ça les arrange bien, parce qu'ils se disent comme ça au moins je suis légitime à continuer à manger du Nutella. Donc, je pense on va devoir le faire à marche forcée et pour la plupart des consommateurs, ça va être un truc pas agréable. Mais j'espère que les industriels, les enseignes vont aller dans ce mouvement-là. Oui, je pense qu'il faut y aller à marche forcée. Je pense que le consommateur, il a évidemment, je suis d'accord, son rôle à jouer. C'est devenu compliqué, donc c'est pour ça que l'éducation, elle est fondamentale et elle passe, moi j'insiste un peu, mais par la transparence parce qu'elle permet d'enclencher. Aujourd'hui, une des raisons de l'inertie que je trouve absolument odieuse, c'est quand j'entends les industriels qui disent on ne peut pas changer parce qu'il faut nourrir les pauvres. Donc en fait, résumons-nous bien. Le pauvre, alors déjà, quand on va chez Biocoop, on se rend compte qu'il n'y a pas des Maserati sur le parking, donc c'est quand même des professeurs, des agriculteurs qui sont premiers consommateurs, donc c'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est une question de conscience aussi, l'alimentation. Mais le pauvre, donc, c'est celui qui mange le plus mal, statistiquement, donc c'est celui qui a le plus de maladies. C'est celui qui gâche le plus parce que l'alimentation n'a pas de valeur, c'est prouvé. Et en plus, on lui fait porter la culpabilité de l'absence de changement parce que faut bien le nourrir. Donc le pauvre, il est coupable de tout. Il a toutes les galères du monde. Je trouve ça très injuste. En revanche, si on impose aux industriels d'être transparents, demain, si sur ton ketchup Heinz, tu vois écrit que tes tomates, elles viennent de Chine, que dans ton concentré de tomates, c'est gavé d'additifs cachés, que la valeur nutritionnelle, elle est dégueulasse avec les 23 grammes de sucre raffiné, je pense que les parents, un minimum qui ont les moyens, qui auront ça tous les jours sur la table de leur gosse, ils finiront par prendre un autre ketchup parce que c'est pas possible de dire je nourris mon gosse avec un truc plein de merde. Et sauf qu'aujourd'hui, quand tu as un ketchup Heinz sur ta table, tu as des belles tomates grappes, tu as un joli packaging et tu n'as pas d'infos. Donc, il y a un moment, l'éducation conso, elle passe aussi par notre responsabilité en tant que marque de leur dire la vérité. Et après, ils choisiront. Et crois-moi que Heinz, en 6 mois, ils vont changer leur recette. Donc voilà. Donc pour moi, le consommateur, il a un rôle à jouer. Il faut qu'il soit un petit peu plus moteur, mais on doit quand même lui donner une information la plus juste possible.
Je pense qu'on est bien d'accord sur ces sujets-là et je vous remercie pour ces clés. Moi, je retiendrai donc bien cette transparence, ce besoin d'éducation, mais qui finalement vont main dans la main et vont permettre sur le long terme de gagner en conscience. Et il faut qu'on ait conscience de ce que l'on mange et se rendre compte que tout ne vient pas en bouteille et que le ketchup ne pousse pas en bouteille sur les arbres aussi. C'est parce que c'est encore même des problématiques qu'on retrouve parfois chez certains. Donc, il faut comprendre la filière et c'est un très bel enjeu. On a quelques questions du public, mais vous pouvez en poser d'autres parce que je pense qu'on aura même peut-être le temps d'en poser d'autres. Il y a une première question très pratico-pratique, mais qui, je pense, est intéressante pour vous deux. Est-ce que vous avez eu du mal à vous fournir, est-ce que vous avez peut-être encore du mal à vous fournir en ingrédients sains pour vos produits? Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on est en ingrédients bio. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Et puis, nous, on a des ingrédients qui sont le miel. Donc, que des ingrédients qui sont soumis à des variations climatiques, que ce soit le flocon d'avoine, c'est de la céréale, le miel, les amandes, les noisettes. Donc, oui, nous, on est en train de faire notre sourcing 2022 et ça s'annonce hyper compliqué. Ouais, je confirme. Hein, quand je dis que la vertu, elle est punitive et qu'elle est compliquée, c'est clair. C'est extrêmement compliqué de trouver des aliments, des matières premières de qualité en origine France, en bio d'autant plus, pour plein de raisons. Les filières, elles ne sont pas organisées, les filières agricoles, pas suffisamment, les filières de transformation non plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une matière première, que vous voulez en faire une purée, tu parlais tout à l'heure de la betterave, Catherine, il n'y a pas nécessairement l'étape de transformation. Donc, ça veut dire qu'il faudrait trouver des matières premières françaises pour les envoyer en Italie ou C'est ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Donc, on est dans un système que nous avons construit autour de l'intensif, de l'ultra transformé, de la standardisation, de la rationalisation, donc du fric. Et aujourd'hui, on essaye d'inventer un autre modèle, mais malheureusement, toute la filière n'est pas organisée, qu'elle soit agricole, qu'elle soit de transformation, qu'elle soit même au niveau de la distribution. Aujourd'hui, vous allez chez un distributeur avec des produits qui font bouger les lignes. Vous avez déjà la pression au bout de 2 mois au niveau de la performance. Donc, il faut aussi que les distributeurs comprennent que le changement, il prend un peu de temps, qu'ils vont continuer à faire de la maille avec les Heinz, les Amora Co., mais qu'ils ont besoin des offres alternatives de PME qui vont faire bouger les lignes et que ça prend du temps. Un distributeur ne peut pas dire « je veux changer le monde, mais en 3 mois, et je ne veux pas perdre d'argent ». Ça n'a pas de sens. Et avec les mêmes marges que sur le ketchup. Voilà, avec des marges plus grosses. Donc, on est face à un défi qui est le plus gros défi de notre histoire, de l'humanité, et on voudrait que ça se passe dans le coton en gagnant toujours autant d'argent. Il y a un moment, les gars, ça ne marche pas. Donc, toute notre filière, toute notre chaîne de valeur, elle est compliquée à mobiliser. Et je pense que oui, effectivement, faire des produits bons et sains et les vendre et durer, ouais, c'est compliqué. Oui, puis on est en face, même quand on fait nos approvisionnements, nous, on est en face de très gros céréaliers, même si ce n'est pas Kellogg's, mais de gros groupes de la bio qui sont capables d'acheter la totalité des récoltes d'un producteur d'avoine ou de choses comme ça. Et forcément, les filières, ils n'ont pas envie de s'emmerder à vendre des plus petites quantités à des boîtes comme les nôtres pour nous aider à grandir. Donc, c'est assez compliqué. Mais on le fait. Et puis, oui. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que finalement, je vois que vous y arrivez quand même et vous faites de très bons produits. Et justement, je viens plutôt avec un message d'espoir en disant que c'est compliqué, mais c'est faisable. Et c'est un beau challenge que vous avez relevé et je vous félicite encore là-dessus. Parce que oui, on le sait, c'est pas si facile justement de s'approvisionner, mais vous avez réussi et c'est avec des acteurs comme vous et d'autres que les choses bougent. Et je pense que déjà, ça bouge un petit peu. Les questions se posent en tout cas au moment des approvisionnements, donc c'est une belle question. J'ai une deuxième question, et qu'est-ce que vous pensez des grandes multinationales qui rachètent des petites marques de produits vrais ou moins transformés? Selon vous, c'est une démarche sincère ou peut-être une stratégie marketing? C'est forcément un mélange des deux, mais en tout cas, ça permet souvent à ces petites marques, si lors du rachat, ils restent fidèles à leurs valeurs, d'être mieux distribués, d'offrir peut-être un prix plus accessible, en tout cas d'être mieux distribués, d'aller porter des produits comme ça au plus grand nombre.
tout ce qui peut être fait pour que effectivement l'offre saine soit mieux distribuée, c'est toujours intéressant. Ouais, il y a plein de raisons hein, de racheter une petite marque, hein, se racheter une vertu. Il y a des marques qui ne savent pas aller. Moi, quand j'étais chez Le Sieur, on ne savait pas aller sur le marché de l'huile d'olive parce que Le Sieur est une marque très connotée industrielle, donc huile de graines. Donc, il y a des marques qui ne savent pas aller sur des segments entre guillemets plus vertueux. Et donc, c'est plus rapide hein, en termes d'accès marché de racheter une marque déjà présente. Moi, ça me pose pas de problème, entre guillemets, et je suis très content si demain Heinz, ils veulent qu'on leur file notre recette de ketchup pour la vendre partout en France et la faire fabriquer dans une PME française, je l'enfilerai bien volontiers parce que l'enjeu nous dépasse. Donc pour moi, la question, c'est la question de la sincérité. C'est-à-dire que quand une marque reprend une petite boutique, si c'est pour s'inspirer de la petite marque, en tirer des enseignements du changement et donner de la puissance au changement par la petite marque, aucun problème. Mais si l'idée, c'est de se dire, on va racheter une petite marque pour faire du profit, être sur le bon segment à court terme, et puis dès que le vent va tourner, on se désengage et on fait autre chose, ça n'a pas de sens, on ne changera rien. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous, Sébastien, et en effet, il y a cette démarche qui peut être sincère chez certains, et en tout cas qui doit l'être, mais il faut continuer. L'engagement ne peut pas se faire que sur quelques produits, il doit se faire sur l'entièreté de l'entreprise, ou en tout cas le maximum possible. Et en tout cas, c'est ce que vous faites, c'est ce que même d'autres acteurs avec nous font, et on est très heureux de ça. J'ai encore une autre question, on a encore du temps, on a été très rapide sur les premières questions qui étaient finalement très facilement répondues par vous. Comment vous voyez l'avenir des catégories de produits type soda, confiserie, bonbons, à moyen terme avec les nouvelles attentes du consommateur et les besoins de transparence? Alors là, on est sur une question à moyen terme, mais vous pouvez y aller sur toutes les échelles de temps. Moi, j'ai pas de problème avec ces catégories qui servent à rien sur un plan nutritionnel. Qui servent à rien, voilà, c'est ça, voilà. J'osais pas le dire. Ça sert à rien, je veux dire, mais entre guillemets, on le sait. C'est-à-dire, quand j'achète un bonbon, c'est un peu comme quand je suis chez McDo, j'y vais pas pour me nourrir, j'y vais pour me faire plaisir. La seule question, c'est effectivement derrière, est-ce que quand je fais plaisir, je creuse ma tombe avec mes dents? Voilà, c'est plus ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces catégories-là, elles ont matière aussi à se réinventer un petit peu et à, entre guillemets, proposer, notamment parce qu'on parle des enfants, et proposer aux enfants des instants plaisir qui ne servent à rien nutritionnellement, mais qui ne sont pas pour autant délétères pour eux et pour la planète. Donc, je pense que cette catégorie, elle sera challengée par les attentes conso de demain qui sont on n'a qu'une planète, donc est-ce qu'il faut vraiment mettre de la couenne de porc pour gélifier? Est-ce qu'il faut gaver de sucre raffiné qui vient de je ne sais pas où? Ou est-ce qu'on peut se faire plaisir autrement? Mais j'ai aucun problème avec ces catégories. Tout est toujours une question de conception et d'origine des matières premières et de respect du vivant. Alors moi, je suis un petit peu plus radicale que toi là-dessus. Je pense que le problème, c'est justement que les gens ont associé ça au plaisir, qu'avant qu'on change cette association, ça va mettre beaucoup trop longtemps. Et je pense qu'il y a vraiment... il faut que ça vienne d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y ait une forme d'obligation, parce que sinon, ils n'ont aucun intérêt personne sur la chaîne n'a intérêt à changer quoi que ce soit les distributeurs, ça marche hyper bien, ça marche tout seul, que ce soit les fabricants. Et là, pour le coup, comme on est sur un discours plaisir, le discours santé, il est complètement décorrélé. Et du coup, moi, je pense que ces catégories-là, elles ont encore de beaux jours devant elles, sauf effectivement à ce qu'il y ait une forme de taxe, quelque chose qui fasse qu'on puisse dissocier le plaisir de ces produits-là. Sinon, ils n'ont aucune raison de le changer. Ça existe depuis tellement longtemps, c'est tellement ancré. Et c'est vrai du Nutella, c'est vrai du Coca, c'est vrai d'un certain nombre de produits. Avant que tu arrives à changer des mentalités... Ouais, bien sûr, non, mais c'est compliqué. Après, la transparence, pour moi, reste aussi un levier parce qu'il y aura toujours des acteurs qui, à un moment, s'enclencheront dans des choses plus vertueuses. La problématique de l'absence de transparence, de l'opacité, c'est que celui qui veut faire un truc bien, il n'est pas valorisé par rapport à celui qui fait de la saloperie à côté. Donc c'est pour ça que cette transparence, elle doit concerner tout le monde parce que celui qui fait un truc bien, on parle souvent du prix, mais
le prix, le prix, c'est moi ce qui m'inquiète, c'est pas quand j'achète un produit un petit peu cher, un peu plus cher. Ce qui m'inquiète, c'est quand je vois un produit pas cher. Et quand il y a un produit pas cher, c'est là que j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière et pourquoi c'est pas cher. Et sauf que je ne le sais pas. Donc, si demain je sais pourquoi c'est pas cher, bon, peut-être que j'arbitrerai un tout petit peu différemment. Parce que quand on achète un truc pas cher, on passe plusieurs fois à la caisse. On passe à la caisse du supermarché, on passe à la caisse au niveau des caries, du dentiste, de la santé. On passe à la caisse au niveau du des pollutions des sols, pollution de l'atmosphère, donc des maladies. On passe voilà, à la caisse de l'emploi. Parce que c'est sûr que c'est entre nourrir une multinationale américaine et nourrir une PME française, bon, on a tous des gosses, demain on aimerait bien qu'ils trouvent du boulot en France. Donc on passe plusieurs fois à la caisse quand on paye pas cher. Les Américains disent if you pay peanuts, you get monkeys. C'est un peu pareil. Si on paye pas cher, on devient des singes. Donc, à un moment, le prix, il faut plutôt challenger le prix bas. Je pense que la transparence peut faire bouger les lignes. Après, sur la confiserie et les sodas, on est, c'est vrai, sur des segments tellement addictifs et tellement connotés de plaisir que le conso, parfois, s'assoit un peu sur la vertu. Hein. Oui, mais du coup, si tu surtaxes les produits industriels pour qu'ils se retrouvent à peu près au même prix qu'un produit sain, alors tu as un discours qui est déjà plus intéressant et une forme de pédagogie qui est plus claire que… Parce que ce que tu dis, toi, il y a peu de gens qui ont cette conscience, ce niveau de conscience. Et puis, les gens, ils vont vite. Il y a une notion à la fois de vitesse, de plaisir, de prix. Qui n'est pas du tout la nôtre, parce que nous, on baigne là-dedans toute la journée, qu'on a appris, compris. Donc, ce niveau de conscience-là, avant que les gens y arrivent, il va se passer trop de temps. Donc, je pense qu'il y a d'autres leviers qu'il faut utiliser plutôt que uniquement la transparence. Moi, j'adorerais, hein, dans un monde idéal, j'adorerais que ce que tu dis puisse se passer dans un laps de temps raisonnable, mais j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué. On en reparlera. Avec plaisir. Je pense qu'en effet, c'est un sujet passionnant. Et oui, mais merci beaucoup, Catherine et Sébastien. C'est très, très bon. Et en effet, chez nous, c'est ce qu'on voit chez SIGA. Il y a des catégories qu'on appellerait compliquées. Et en effet, ces catégories-là en font partie. Après, il y a des bonnes alternatives partout. Et en effet, il faut valoriser les meilleures alternatives dans une notion plus vertueuse. Je pense que c'est vraiment les choses qu'on essaye de faire et c'est en poussant vers du vertueux qu'on peut y arriver. Après, je comprends aussi les envies plus restrictives que vous évoquiez, Catherine. J'ai une petite dernière question je pense qu'on pourra finir sur celle-là. On nous dit que la plupart des gens ne savent pas ce qu'il y a sur le packaging, enfin, ils ne savent pas réellement ce que contient le produit et ne croient que ce qu'il y a sur le packaging. Et ils ne veulent pas se faire de mal a priori. Donc, comment vous voyez ce côté éducation? C'est quoi les solutions que vous avez au niveau éducation? On en a parlé un petit peu, peut-être l'allier à la transparence, les écoles, etc. Mais si vous avez d'autres idées. Et puis d'ailleurs, oui, voilà. Très bien, c'est dans ces idées-là. Moi, hyper rapidement, après Catherine, tu compléteras. Après, il y a une autre question à laquelle j'aimerais bien pouvoir répondre. C'est une question que je vois passer d'Anthony Fardet sur. Oui, on y répondra, je pense. Non, moi, très rapidement, je suis entièrement d'accord sur le fait que par défaut, l'humain peut être sympa. Moi, je croise plein de gens qui sont toujours prêts à aider. Il faut activer les bons leviers. Et par défaut, on n'a pas envie de se faire du mal et encore moins à nos enfants. Donc, on pêche souvent par fainéantise ou par méconnaissance. Donc, au niveau éducation, je pense qu'il faut activer la conscience de nos actions. Ça peut être par la transparence, ça peut être, comme le disait Catherine, par l'éducation alimentaire à l'école. Voilà, je pense qu'effectivement, ça commence aussi là. Et puis ensuite, par malgré tout, la capacité dans un monde qui bouge, à délivrer des produits qui sont quand même des produits qui simplifient la vie des gens, comme voilà, Catherine peut le faire avec les céréales, comme on peut le faire avec les sauces, mais de manière vertueuse, parce que les gens, ils n'ont pas toujours le temps de tout faire eux-mêmes et il y a des catégories sur lesquelles on doit être capable de leur apporter un gain de temps, mais un gain de temps qui les nourrit bien. Ouais, moi, je pense qu'il faut aider les gens à se réapproprier leur alimentation. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ça que je trouve intéressant avec SIGA, c'est qu'il faut parler
l'impact de l'alimentation sur la santé, mais pas en mode alicament, pas je prends ma dose d'Actimel, mais au contraire de dire que finalement, pour pas avoir un discours culpabilisant de on va se faire du mal, mais plutôt de dire bah, on peut manger un truc bon, mais à la fois bon au goût, bon pour la santé, simple, efficace. Et c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est d'essayer d'amener le plus de gens possible à se réapproprier leur alimentation. Alors c'est évidemment vrai dans les supermarchés bio, comme tu le dis, les gens qu'on trouve dans les biocoop, c'est pas forcément le critère, c'est pas l'argent, mais c'est la conscience, et c'est comment on va arriver à répandre cette conscience plus largement. Et puis, je pense que tu as raison, il faut le faire aussi avec humour, parce que manger, c'est un plaisir. Et éduquer, il faut que ça se fasse avec humour. Le cerveau retient mieux, c'est plus sympa. Et puis voilà, faut que les gens reprennent conscience que manger des produits bruts, cuisiner un peu, ça peut être un vrai kiff, ça peut être un vrai plaisir. Bah, c'est convivial, c'est sympa, ça permet de varier les choses. Donc oui, et puis souvent, ça coûte quand même moins cher finalement. Moins cher. On est bien, ouais. Très bonne piste, merci. Et donc, on va finir par cette dernière question d'Anthony Fardet, qu'on a déjà évoquée, donc, qui est même au comité scientifique et technique de chez SIGA. Mais comment vous voyez-vous l'avenir de vos entreprises et arrivez-vous à influencer d'autres industriels ou autres entrepreneurs? Vas-y, Sébastien, je compléterai. Ok. L'avenir de mon entreprise, je sais pas trop. Moi, je suis pas quelqu'un qui me projette très loin. J'essaye plutôt d'être un peu dans le présent, dans essayer de faire des choses et voir où est-ce que ça nous amène. Après, pour l'influence, j'aime beaucoup cette question. C'est pourquoi je voulais y répondre, parce que évidemment que ce qu'on fait a un impact. Tout est lié dans l'alimentation. Et nous, on l'a vu, nos fournisseurs ont complètement fait évoluer et révolutionner leur R&D et donc leurs recettes à travers ce qu'on leur a demandé nous et ce qu'on a fait pour nous. Ils ont également fait évoluer leur supply. À un moment, quand ils ont deux sourcings d'origine différents parce qu'on leur impose de la France, ils finissent par filiariser en France. Donc évidemment qu'on a un impact sur nos parties prenantes, et ça c'est génial, aussi petit soit-on, mais on a aussi un impact sur les gros, parce que moi quand j'ai lancé mon ketchup, j'ai pris 3 recommandés du service juridique d'Unilever. Et alors pourtant on n'est pas dans le même circuit, nous on est en circuit bio, on est tout petit, bon franchement c'est pas nous le danger. Mais ils ont bien conscience qu'à partir du moment où on fait des choses bien, on a un effet miroir et un effet éveil de conscience chez le consommateur qui nécessairement va se demander si ce ketchup, les tomates elles viennent de là, le sucre est remplacé par des légumes, etc., il y a quoi dans mon Amora, il y a quoi dans mon Heinz? Et c'est ça qui leur fait peur. C'est pas tellement qu'on vende 100 000 ketchup, c'est que les gens sachent réellement ce qu'il y a dans un ketchup Heinz ou Amora. Et donc je me suis pris 3 recommandés parce que moi j'ai eu le malheur de dire que mon ketchup était un produit sain. Ah oui, c'est une purée de fruits et légumes bio française sans additifs. Donc c'est plutôt sain de manger des fruits et des légumes. En plus il y en a 5, donc c'est parfait. Donc voilà, et ils m'ont harcelé. Bon, je leur répondais plus. Mais je me suis dit, s'ils ont envie de nous attaquer, welcome. Bon, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, donc je dis, on peut influencer à la fois les gros, parce que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on doit se taire, et à la fois nos parties prenantes. Ouais, moi je dirais la même chose. Et puis je pense que ça les agace de perdre des petits bouts de rayon, même si c'est à leur échelle totalement minuscule. Et puis, je pense qu'on est quand même toute une bande de petites marques avec la volonté de bien faire, qui s'entraident. Voilà, et je pense que tout ce mouvement-là, ça leur renvoie effectivement le fait qu'ils ne peuvent pas rester complètement immobiles. Donc, je trouve que c'est un peu, ça fait, j'espère, un peu un tourbillon. Même si on est microscopique, je pense que le discours que nous avons et puis la proposition de valeur qu'on a, ça fait quand même à une échelle microscopique bouger les lignes. Bravo, en effet, et je pense que ça le montre bien et nous on n'hésite pas à dire que c'est justement, vous montrez bien que c'est possible de manger vrai, c'est possible de faire de bons produits et en travaillant en la filière, donc euh, en effet, vous avez un bel avenir, je pense quand même sur ces sociétés-là et sur ces marques. Euh,
qui vont quand même améliorer l'offre alimentaire et plus qu'à une petite échelle, je l'espère. On est pile poil dans les temps. Donc, je vous remercie énormément pour votre présence et puis surtout Catherine et Sébastien, je vous remercie beaucoup pour ce webinaire qui était riche en échanges, en informations. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour nous parler de transparence et d'engagement. Merci pour la. Merci à vous. Merci Catherine, à bientôt Catherine. Merci Stéphane. La discussion n'est pas finie. Un petit bonjour à Harry qui n'a pas pu être là et bon appétit à tous. Hein. Ouais. C'est ça. À table avec Siga, ça continue dans quelques semaines, mais on continuera ce rendez-vous sur l'heure du déjeuner. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.